Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi je suis ici pour vous parler d'un lieu d'expérimentation dédié à l'expérimentation et à l'enseignement par l'expérimentation qui s'appelle les Grands Ateliers, qui a été fondé, construit par le ministère de la Culture en 2001, mais qui vient d'un travail de recherche sur la pédagogie, mais aussi sur différents matériaux, qui a été mené par des générations d'enseignants avant moi, qui sont notamment tous les membres fondateurs de Cratère, et je citerai plus particulièrement Patrice Dohat, qui a été la cheville ouvrière majeure de la fabrication des Grands Ateliers, et aussi Hugo Houbent, que malheureusement nous venons de perdre à cause du Covid. Moi je suis enseignant-chercheur, praticien, j'ai une agence à Paris, mais je suis enseignant, professeur en TPCAU à l'école d'architecture de Grenoble. Et au tout début de ces interventions, on se posait la question comment on est tombé dans l'expérimentation. Moi, c'est tout petit, puisque avant d'être architecte, j'étais charpentier. Et donc, je suis arrivé dans les écoles d'architecture en me disant je ne peux pas arriver à dessiner quelque chose si je ne sais pas le construire, si je ne sais pas le fabriquer. Et donc, je suis allé vers les enseignants qui étaient sur cette voie-là. Et très rapidement, grâce à Patrice Dohat notamment, je me suis retrouvé en plein milieu d'une expérimentation dans une petite île de l'océan Indien pour construire de l'habitat social avec des briques en terre crue. Donc, voilà, j'étais projeté dedans direct. Et quand je suis devenu enseignant, je me suis dit, mais cette façon de faire qui consiste à apprendre en faisant est indispensable. Je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont envie d'apprendre de cette manière-là, et on s'est mis à réfléchir avec de nombreux autres enseignants de l'école, mais aussi d'autres écoles, sur comment créer un lieu qui permettrait ça. C'est comme ça qu'est née l'idée des Grands Ateliers, qui nous manquait cruellement. On était assis dans des salles à dessiner, alors qu'on avait envie et de dessiner, et de fabriquer, et de construire. Et donc on a fabriqué cette plateforme aux Grands Ateliers, qui permet aujourd'hui aux étudiants des écoles d'architecture, mais aussi d'ingénieurs et d'art, puisqu'il a été fabriqué comme un lieu de partage de l'expérimentation, de passer à travers différentes formes de formation que les enseignants de chaque école développent, parfois en co-création entre des écoles, et parfois simplement dans des cursus déterminés. Voilà. Tout ça nous a amené à toute une histoire que je ne vais pas développer plus longuement, mais il y a des publications qui vous permettront de vous y référer. Mais ça nous a amené à se poser la question petit à petit, et c'est surtout sur ça que je vais axer mon intervention, du lien de cette expérimentation, de cet apprentissage par le faire, à la recherche. Et nous sommes en train de vivre une époque assez particulière, qui est celle de justement passer, puisque l'école d'architecture de Grenoble est aujourd'hui un établissement fondateur, membre fondateur du nouvel grand établissement de l'Université de Grenoble-Alpes. Et donc on est une école du ministère de la Culture dans l'université. Et on est en train de se mettre au standard université 100%. Donc on est en pleine formation de formateurs. On passe tous nos cours sur Moodle, on passe toute la manière de procéder universitaire. Et du coup, on a construit à Grenoble, enfin plusieurs équipes ont construit une expérience, ont acquis une expérience de la recherche assez forte, que ce soit dans le domaine des ambiances avec le Cresson, que ce soit dans le domaine des matières et matériaux avec le Cratère, que ce soit dans le domaine de l'histoire avec les métiers de l'histoire, Bruno Kézanne, Françoise Véry, ou que ce soit sur le domaine de la montagne. On a 4 grosses équipes de recherche qui ont beaucoup développé le sujet, le rapport architecture et recherche, et qui du coup aujourd'hui travaillent à la reconnaissance de cette manière de faire de l'architecture, de faire de la recherche sur le sujet architectural auprès de l'université. Pour ce qui nous concerne sur l'expérimentation, c'est très complexe. Comme le disait tout à l'heure M. Ducnam, on est entre le dur et le mou. Et on est complètement pris en tenaille entre deux façons qui ne sont pas claires en français de définir l'expérimentation, parce qu'on utilise le même mot pour dire deux choses très différentes. Les Anglais sont plus clairs, c'est to experience, faire l'expérience, expérimenter quelque chose, ou to experiment, c'est-à-dire tester et faire
mettre en place des dispositifs à partir d'hypothèses pour vérifier si elles se vérifient de manière scientifique et si elles peuvent être reproduites. Dite méthode expérimentale dans le domaine des sciences. Eh bien, appliquée à l'architecture, à la construction, à l'aménagement des espaces habités, c'est très complexe parce que on a besoin de faire passer, dans le cadre de la formation, les étudiants par l'expérience d'un dispositif, mais pour pouvoir expérimenter des situations. Et ce qui est en train d'être mis en place, en tout cas sur tous nos travaux sur les grands ateliers, c'est justement la manière d'observer, un peu en surplomb, quelque chose qu'on est en train de faire en mettant les mains dans la boue, de l'observer, de le noter et d'en rendre compte. Et ça, c'est de la recherche. Ce qui n'est pas du tout l'expérience. Si vous racontez votre expérience, vous faites un récit. Mais si vous observez comment s'est déroulée l'expérience et ce que vous en avez appris, et ce que vous pouvez en transmettre, et ce que vous pouvez reproduire, et du coup pouvoir faire avancer les idées, là, vous faites de la recherche. Cette, on va dire, articulation un peu complexe pour les architectes, qui sont toujours en train de faire en expérimentant et en réfléchissant, elle est très difficile à expliquer au monde universitaire. Donc voilà, ça c'est le gros sujet principal actuellement. Et du coup, par rapport à la question de la chair et fait, je vous dirais que par rapport à la notion d'expérimentation, on revient à une question très fondamentale que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est celle du temps. C'est qu'il y a deux temps dans une expérimentation, celui où on fait, puis celui où on observe et on rend compte. Et ces deux temps, ça ne peut pas être la même personne qui le fait. En tout cas, pas dans le cadre d'un doctorat en 3 ans. Vous êtes obligé de superposer 2 compétences et vous êtes obligé de regarder comment quelqu'un qui observe en surplomb, quelqu'un en train de faire, va pouvoir en rendre compte. Alors, idéalement, pour le chercheur ou le jeune doctorant, puisque les chaires ont quand même vocation aussi surtout à développer la recherche au niveau le plus élevé et donc à former des doctorants qui deviendront des enseignants ou des chercheurs ou qui iront dans les entreprises, c'est justement comment, dans le temps de 3 ans, idéalement, il pourrait en passer 6 et puis faire 3 ans d'expérimentation, je fais 3 ans de je rends compte. Comment vous allez superposer les deux choses ? C'est une problématique très difficile parce que autant dans un laboratoire de pharmacie, vous pouvez développer un protocole et dire je vais tester tel médicament, j'ai l'hypothèse sur telle molécule, je fais mes tests pendant 1 an et demi et je rends compte de quel effet ça a produit. Autant sur une opération qui est sur les espaces habités, sur l'architecture, vous avez besoin de beaucoup plus de temps que ça. Vous avez les mains prises dans le cambouis de l'espace et de la fabrication de l'espace et des relations avec les gens et du montage juridique et de la vérification technique et des choses comme ça. Et en même temps, vous n'avez pas le temps de forcément regarder de haut. Voilà. C'est principalement ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis la dernière chose, et je conclurai là-dessus, c'est que c'était très intéressant dans votre intervention tout à l'heure, vous aviez reparlé de la problématique juridique et des différentes formes que peut prendre l'expérimentation. Et vous avez montré comment vous avez une association, une pratique professionnelle et puis une pratique plutôt entrepreneuriale avec une menuiserie. Eh bien, nous, on réfléchit aux grands ateliers sur les outils les plus adaptés pour faire cette recherche. Alors, moi, je parle de recherche et développement en architecture, pour bien faire la différence avec la recherche qui se préoccupe de l'architecture, qui est plutôt, qui prend l'architecture comme sujet, mais qui n'est pas forcément dans la matière elle-même. Et donc, la R&D en architecture, elle a besoin d'outils spécifiques que ont, par exemple, les écoles d'ingénieurs. Elles ont besoin de sociétés de valorisation. Donc, on en a créé une aux grands ateliers. Et avec l'aide du ministère, on a créé une fondation qui permet justement de drainer de l'argent parce qu'il faut aller. Il y a une interface avec le monde financier. Alors, la plupart du temps privé, mais pas que. Il peut être associatif aussi, il peut être crowdfunding aussi, il peut être sous forme de subvention
d'autres fondations aussi. Et les grands ateliers ont été pendant 15 ans, par définition, un groupement d'intérêt public, un GIP, qui regroupait les écoles d'architecture et des écoles d'ingénieurs et le CSTB. Et le GIP est arrivé à fin en 2016. Et aujourd'hui, on est passé sur un mode fondation plus une société d'action par action simplifiée, une SAS. Donc c'est une structure privée, mais c'est une structure privée des écoles d'architecture. Donc c'est une évolution pas facile dans le monde français de passer à un outil qui a pour objectif d'être assez rentable et de fonctionner comme un outil de service, mais au profit des écoles. Donc c'est ce qu'on appelle une SAS in-house, suivant la définition européenne. Voilà, donc ces outils-là sont en place. Ils ont déjà drainé pas mal d'argent. Et l'ambition, c'est que ça puisse servir à toutes les écoles d'architecture de France, en relation avec les nouveaux lieux qui sont en train de se créer, dont parlait Antoine Aubinet tout à l'heure. Et l'ambition majeure, je finirai là-dessus, c'est de créer les outils et les moyens qui permettront aux jeunes architectes, mais pas que, jeunes ingénieurs, aux bâtisseurs, voilà, sur les grands ateliers, on est sur les bâtisseurs, de créer les entreprises de demain qui permettront de faire la grande transition auquel on est confronté dans le domaine de l'habitat et qui, à mon sens, aujourd'hui, je vais être assez provocant en le disant, pour lequel nous ne sommes pas équipés du tout au niveau des entreprises, au niveau de la forme juridique même. Et si on laisse aux mains de la manière traditionnelle dont se fait, par exemple, l'habitat aujourd'hui, des systèmes de production actuels, promotion, conception, construction, on va dans le mur. C'est bon, on n'y arrivera jamais. Tout simplement parce que ce sont des intérêts qui sont focalisés sur une seule chose, qui est le bénéfice à la sortie. C'est des entreprises capitalistes. Donc on est sur des objectifs d'habitat qui sont des produits financiers, alors que fondamentalement, on s'est tous bien rendu compte, et puis là, la crise du Covid l'a rendu encore plus net, l'habitat, c'est un produit de première nécessité. Et donc ça ne peut pas rentrer dans la sphère financière. Donc c'est d'autres formes de fonctionnement qui doivent être mises en place. Voilà, c'est à ça qu'on travaille. Comme a travaillé beaucoup Patrick Bouchin dans différentes expériences, bien sûr.